L'automutilation, c'est un sujet qui peut être vraiment difficile à aborder, et encore plus à comprendre. Ce qu'on va essayer de faire ensemble ici, c'est de regarder ce qui se cache derrière ce comportement. L'idée, ce n'est pas du tout de juger, mais plutôt d'apprendre comment on peut offrir un soutien qui soit vraiment utile et bienveillant. C'est vrai que faire face à ça, ça peut être vraiment déstabilisant. L'essentiel, c'est de respirer un grand coup, de rester calme et surtout d'être à l'écoute. Le but, ce n'est pas d'avoir un avis sur la question, mais de comprendre pour pouvoir tendre la main. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce qu'est l'automutilation non suicidaire. Ensuite, on verra comment on peut commencer à en parler et comment offrir son soutien sans tomber dans le jugement. On regardera aussi les erreurs à ne pas commettre quand il est temps de passer le relais à des professionnels. Et pour finir, on résumera les points clés à garder en tête. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce que c'est au juste l'automutilation non suicidaire? Essayons de bien définir ce comportement. La distinction est vraiment fondamentale. L'intention première, ce n'est pas de mettre fin à ses jours. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est moins grave. Toute forme d'automutilation doit être prise très, très au sérieux. Parce que le risque de se blesser gravement, voire de mourir par accident, il est bien là. Les signes peuvent prendre plein de formes différentes. Des coupures, des brûlures, des coups. Mais il faut savoir une chose. La plupart du temps, ces blessures sont cachées. Une personne pourrait par exemple porter des manches longues en plein été, justement pour que personne ne voie sa souffrance. Mais alors, la grande question, la plus importante pour vraiment comprendre et aider, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à s'infliger une telle douleur? En fait, il faut voir ça comme une sorte de mécanisme de survie. Imaginez une douleur émotionnelle immense, un vrai chaos à l'intérieur. C'est abstrait, c'est incontrôlable. La douleur physique, elle, devient un point sur lequel se concentrer. C'est quelque chose de concret, de visible, et que la personne a paradoxalement l'impression de contrôler. Une autre raison, ça peut être l'autopunition. La personne peut se sentir rongée par la culpabilité, avoir une très faible estime d'elle-même, et elle va chercher à se punir physiquement pour des fautes, réelles ou imaginaires. Et là, mettons les choses au clair tout de suite. Non, ce n'est pas pour attirer l'attention. C'est tout le contraire, c'est un cri d'alarme silencieux, l'expression d'une souffrance si grande qu'il n'y a plus de mots pour la dire. La honte est tellement forte que l'idée de manipuler qui que ce soit avec ça est juste impensable. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question inévitable et assez complexe. Quel est le lien entre l'automutilation et le suicide? Le chiffre il est alarmant. 60%. Ça veut dire que près de 2 personnes sur 3 qui s'automutilent ont aussi, à un moment ou à un autre, des pensées suicidaires. L'intention de l'acte n'est pas la même, mais le lien, la passerelle entre les deux, est bien là. Le risque est réel. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à l'étape peut-être la plus délicate. Comment on fait le premier pas? Comment on peut bien entamer la conversation? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif immédiat, ce n'est pas de faire cesser le comportement. Non. Le but premier, c'est d'ouvrir un canal de communication. C'est de montrer à la personne qu'on est là et qu'on est là pour la soutenir, sans condition. Voilà un exemple très concret de phrase qui peut servir de clé. Une clé pour ouvrir la porte en douceur, sans la forcer. Juste dire quelque chose comme « Je sais que parfois quand on traverse une période très difficile, on peut avoir envie de se faire du mal. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ?» Cette approche, elle n'accuse pas, elle montre une forme de compréhension et elle invite au dialogue. Ok, la porte est entr'ouverte. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, soutenir sans jugement? L'idée, c'est de créer une véritable bulle de confiance. Ça passe par une écoute active, en validant ce que la personne ressent, même si on a du mal à le comprendre. Et, un point super important, il faut être honnête. Ne jamais promettre de garder un secret si la sécurité ou la vie de la personne est en jeu. Quatrième partie est maintenant ce qu'il faut éviter. Parce que parfois, en voulant bien faire, on peut, sans le vouloir, aggraver les choses. La colère, la frustration, la culpabilisation, le jugement, tout ça, il faut l'oublier. Ces réactions-là, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ça ne fait que renforcer la honte et ça coupe net toute communication. Le but, ce n'est pas de faire la morale, mais d'aider à trouver d'autres chemins pour apaiser la souffrance. Cinquième partie, l'aide professionnelle. Il faut bien garder en tête que le rôle d'un proche, ce n'est pas de se transformer en thérapeute. Le rôle, c'est d'être un pont, un lien solide vers les personnes dont c'est le métier. Alors, quand est-ce qu'il faut vraiment passer le relais? C'est simple. Si la personne le demande elle-même, si on voit que les blessures s'aggravent, si ça l'empêche de vivre son quotidien, ou bien sûr si elle parle de mourir. Dans ces cas-là, encourager à voir un pro, ce n'est pas de l'ingérence, c'est un acte de soutien absolument essentiel. Et là, attention, il faut bien faire la différence entre le soutien psychologique et l'urgence médicale. Si on est face à une coupure profonde, une brûlure grave ou n'importe quoi qui met la vie en danger, la priorité absolue, c'est d'appeler les secours, immédiatement.
Allez, on arrive à la fin. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête? Le rôle du secouriste en santé mentale, si on peut l'appeler comme ça, ce n'est pas de tout résoudre par magie. C'est d'offrir une présence, une écoute, un soutien, le temps que la crise s'apaise ou qu'une aide professionnelle prenne le relais. Et ça, croyez-moi, c'est déjà énorme. Et tout ça nous amène à la question finale. Après tout ce qu'on vient de voir, les outils sont là, la compréhension aussi. La vraie question maintenant, c'est est-on prêt, collectivement, à offrir ce soutien sans jugement? Parce que l'information qu'on a acquise aujourd'hui peut vraiment faire toute la différence demain.